Le cliquetis des verres en cristal et le murmure étouffé du restaurant chic en plein cœur d'Angers semblèrent s'évanouir dans le néant lorsque Camille éclata de rire. C'était un rire chargé d'une suffisance qui me transperça la poitrine, un son que je ne lui connaissais pas. « Maman, sois honnête un instant », dit-elle en replaçant une serviette en lin que j'avais moi-même payée. « Ma belle-mère Béatrice est une force de la nature. Elle a tout conquis seule, avec ses agences immobilières et son flair pour les affaires. Toi, par contre, eh bien, tu n'as fait que survivre sur le dos de mon père Philippe. » À ce moment précis, le serveur déposait une bouteille de vin de Loire à 70 € que je devais régler à la fin de la soirée. Mais Camille n'y pensait pas. Pour elle, l'argent était comme l'air que l'on respire, naturel, gratuit, infini. J'ai regardé Julien, mon gendre, qui fixait son assiette dans un silence coupable, et mes petits-enfants, Lucas et Léa, distraits par leur tablette dernier cri. J'ai senti 36 ans de fatigue, de nuits blanches à équilibrer les comptes de mon entreprise de logistique médicale, brûlés en un instant. Je n'ai pas crié. J'ai posé mes couverts avec un calme qui m'a surprise moi-même et je l'ai regardé droit dans les yeux. Si Béatrice est si extraordinaire et a tout construit seule, alors dès demain, demande-lui de t'aider à payer tes factures. Camille s'est arrêtée de rire. Elle m'a regardée comme si j'avais perdu la tête, restant silencieuse quelques secondes avant de murmurer avec une réelle confusion « De quelle facture parles-tu » Dans cette simple question, il y avait toute mon invisibilité. Bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Je m'appelle Françoise, j'ai 74 ans et aujourd'hui, je vous parle depuis ma maison à Angers. Ce que vous venez d'entendre n'est pas seulement le récit d'une dispute au restaurant, c'est le début de ma libération. Ce soir-là, en sortant du bistrot, l'air frais qui soufflait sur les pavés d'Angers ne parvenait pas à éteindre le feu que je ressentais à l'intérieur. Camille croyait vraiment que j'avais été une ombre, une simple figurante dans la vie de mon mari Philippe. Elle ne se souvenait pas, ou peut-être n'avait-elle jamais voulu voir, le jour où Philippe nous a quittés, il y a 36 ans. Je me suis retrouvée seule, avec elle qui n'était qu'une enfant, et une entreprise de fourniture de laboratoire et de logistique technique qui était au bord du gouffre. Il n'y avait pas d'empire qui m'attendait. Il n'y avait que des dettes, des fournisseurs qui frappaient à la porte et des employés qui craignaient pour leur avenir. Je me suis retroussé les manches. J'ai appris à lire des bilans, à négocier avec les banques, à coordonner les expéditions de matériel de précision dans toute la France. Pendant que Camille jouait avec ses poupées dans sa chambre, je me battais pour qu'elle ne manque jamais de rien, pas même d'un chauffage allumé en plein hiver. Mais avec le temps, ma protection est devenue sa cécité. J'ai commis l'erreur de beaucoup de parents. J'ai rendu sa vie si facile qu'elle a cessé de donner de la valeur à ce qui l'entourait. Camille, à 42 ans, vivait dans un loft magnifique avec vue sur la Maine, mais elle ne savait pas que le loyer était payé chaque mois par le compte de ma société. Elle conduisait une voiture de luxe, mais elle ignorait que le leasing et l'assurance étaient à ma charge. Même les frais de la prestigieuse école privée de Lucas et Léa étaient couverts par moi. Pour elle, je n'étais que Mémé Françoise, celle qui cuisinait des bons petits plats le dimanche et qui, selon elle, avait eu seulement la chance d'hériter de quelque chose d'un homme fort. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. Je me suis assise dans mon bureau à la maison, entourée de classeurs et de documents qui racontèrent la vérité nue. J'ai pris mon cahier, celui où je note chaque mouvement important depuis des décennies, et j'ai commencé à additionner. École des petits, 7 000 € par trimestre. Loyer du loft, 2 400 € par mois. Assurance, impôts, fonds de réserve pour leurs vacances au ski. Le chiffre final m'a presque donné le vertige. Je dépensais près de 8 000 € par mois pour maintenir une fiction, pour entretenir une fille qui me traitait de survivante tout en portant des vêtements achetés avec ma sueur. Le lendemain matin, à 8 heures précises, j'étais déjà devant le bureau de mon conseiller bancaire. Ils me connaissent depuis toujours, ils savent que Françoise est une femme de parole et de précision. Je veux révoquer tous les virements automatiques vers le compte de Camille et Julien, ai-je dit d'une voix ferme. Le conseiller m'a regardé avec surprise. « Tous, Madame Françoise ? Vous êtes sûre ?
il y a des paiements très importants. Je suis absolument certaine, ai-je répondu. Il est temps que Camille apprenne la leçon que sa belle-mère Béatrice semble lui avoir si bien enseignée en paroles, mais jamais dans les faits. Béatrice. Rien que de penser à ce nom, je sentais mes mâchoires se serrer. Une femme qui se pavanait dans les rues d'Angers avec des tenues de créateur, parlant de ses agences immobilières de prestige comme si elles étaient le centre de l'économie locale. Camille l'idolâtrait. Elle disait que Béatrice était l'exemple de la femme moderne, de celle qui s'était faite toute seule. J'avais toujours soupçonné que derrière ses sourires parfaits et ses bureaux luxueux, il y avait quelque chose de fragile, mais je n'avais jamais rien dit pour ne pas créer de tension familiale. Ce matin-là, pourtant, j'ai décidé qu'il était temps de chercher la vérité. Si Camille voulait que Béatrice soit son modèle, alors elle devait savoir qui était réellement son héroïne. De retour à mon bureau, j'ai appelé un ancien contact, un homme qui s'occupe d'audit comptable et qui connaît chaque secret commercial de la ville. « Je veux tout savoir sur les sociétés de Béatrice », lui ai-je dit. « Je veux voir les bilans, les dettes, tout ce qui est public et même ce qui ne l'est pas. » Je me sentais froide, lucide. Ce n'était pas de la haine, c'était un sens profond de la justice qui cherchait à rétablir l'équilibre. Camille devait comprendre que sa vie parfaite était un château construit sur mon dos, et que la femme qu'elle admirait tant n'était peut-être qu'un mirage de papier. Vers midi, Camille a commencé à m'appeler. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le téléphone vibrer sur le bureau, pendant que je contrôlais les commandes d'une livraison de respirateurs pour un hôpital de la région. Chaque fois que je voyais son nom s'afficher sur l'écran, je me souvenais de son rire méprisant au restaurant. « Tu as juste eu de la chance », m'avait-elle jeté à la figure. La chance ne se lève pas à 5 heures du matin pendant 30 ans. La chance ne gère pas des entrepôts et des équipes de logistique au milieu des crises économiques. En début d'après-midi, Julien s'est présenté à mon entrepôt. Il avait l'air épuisé. Il m'a trouvé alors que je parlais avec un chauffeur-livreur. Il a attendu que je finisse, restant à l'écart parmi les caisses de matériel médical. « Françoise, Camille est désespérée. Elle a reçu un appel de la banque. Ils disent que le loyer n'est pas passé et qu'il y a des problèmes avec le prélèvement de la voiture. Que se passe-t-il » Je l'ai regardé. Julien n'était pas un homme mauvais, mais il était passif. Il s'était laissé bercer par le confort, devenant le complice involontaire de l'arrogance de ma fille. « Il se trouve que la banque n'a plus mon argent à vous transférer, Julien, » ai-je dit en ajustant ma veste de travail. Camille a dit que je n'avais fait que survivre sur le dos de Philippe. J'ai donc pensé qu'il n'était pas juste que mon argent, cet argent qu'elle méprise tant, continue de financer votre train de vie. Mais Françoise, vous savez bien qu'avec nos seuls salaires, nous ne pouvons pas couvrir tout cela. Les frais de scolarité, les charges du loft, comment allons-nous faire ? Julien semblait sur le point de s'effondrer. « Demandez à Béatrice », ai-je répondu avec un sourire amer. C'est elle la femme de succès, n'est-ce pas ? Camille dit qu'elle a tout conquis seule. Je suis certaine que pour une femme aussi influente, vous aider à payer quelques factures urgentes sera une formalité. Julien a baissé les yeux. Il savait que je touchais un point sensible. Il savait que Béatrice n'avait jamais déboursé 1 centime pour eux, si ce n'est pour des cadeaux voyants qui servaient surtout à nourrir son image sur les réseaux sociaux. « Partez, Julien. »« J'ai du travail », ai-je dit en retournant vers mon bureau vitré. Je l'ai entendu sortir, ses pas lents résonnant sur le béton de l'entrepôt. Je savais que Camille arriverait peu après, hurlant et pleurant. Je savais qu'elle m'accuserait d'être cruelle, de vouloir ruiner l'avenir de mes petits-enfants. Mais la cruauté n'est pas de retirer le superflu. La cruauté est de laisser quelqu'un vieillir sans jamais connaître la valeur d'un euro gagné avec honnêteté. En attendant la tempête, j'ai reçu un email de mon contact comptable. Il y avait des pièces jointes volumineuses. J'ai commencé à lire, et ce que j'ai découvert dépassait tout ce que j'avais imaginé. Les agences immobilières de Béatrice n'étaient pas seulement en difficulté. Elles étaient un labyrinthe de prêts non remboursés et d'hypothèques cachées. Cette femme se noyait dans les dettes tout en donnant des leçons de réussite à ma fille. C'était une mise en scène, une pièce de théâtre jouée pour la haute société d'Angers, et Camille avait tout gobé sans se poser de questions. J'ai entendu un freinage brusque sur le parking. J'ai reconnu le bruit de la voiture de Camille. La voilà.
J'ai fermé mon ordinateur et j'ai pris une grande inspiration. Je me suis préparée à regarder ma fille dans les yeux, non plus comme la mère silencieuse et invisible qui payait chaque caprice, mais comme la femme qui avait construit un empire de dignité avec ses propres mains. Camille est entrée dans mon bureau comme une furie, le visage rougi par la colère et les yeux brillants de larmes. « Comment as-tu pu, maman? Comment as-tu pu me faire ça? L'école m'a appelée. Ils disent que si nous ne payons pas d'ici vendredi, Lucas et Léa seront privés de sortie scolaire. » Je l'ai regardée avec calme, restant assise derrière mon grand bureau en chêne. « Ce n'est pas moi qui te fais ça, Camille. C'est toi qui as décidé que mon travail n'avait aucune valeur. Je ne fais que te donner ce que tu voulais, la liberté de ne plus dépendre d'une femme qui a juste eu de la chance. » Camille est restée sans voix un instant, frappée par ma froideur. « Mais ce sont tes petits-enfants? Tu veux qu'ils soient humiliés devant leurs amis? »« Non, » ai-je répondu. « Je veux voir si ton admirable Béatrice mettra la main à la poche pour les sauver. Si elle a si bien réussi, comme tu le prétends, cela ne devrait pas être un problème pour elle, n'est-ce pas ?» Camille est sortie en faisant claquer la porte, criant qu'elle ne me pardonnerait jamais. Mais je savais que ce n'était pas la fin. C'était seulement le début d'une chute nécessaire. Parce qu'à Angers, les nouvelles circulent vite et les masques tombent encore plus rapidement. Je savais que Camille courait vers Béatrice, et je savais que ce qu'elle y trouverait serait le début de sa véritable éducation. Les fondations de pierre que j'avais construites allaient être mises à l'épreuve, et j'étais prête à voir si ma fille apprendrait enfin à distinguer l'or véritable du simple laiton qui brille. Le soir même, je suis restée tard à l'entrepôt. Il régnait un silence paisible parmi les étagères de matériel médical. J'ai regardé la photo de Philippe sur mon bureau. « J'espère que tu comprends », ai-je murmuré. « Je lui donne enfin la chance de devenir une femme responsable. » Je suis rentrée chez moi, j'ai dîné simplement d'un peu de pain et de fromage, savourant chaque bouchée. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais fière. J'avais cessé d'être le guichet automatique d'une fille ingrate pour redevenir Françoise, la femme qui avait vaincu l'adversité et les dettes par sa seule volonté. Et en regardant les lumières d'Angers par ma fenêtre, je savais que l'acte suivant de cette histoire serait encore plus révélateur. Car Béatrice n'était pas la seule à avoir des secrets, et je ne faisais que commencer ma quête de vérité. Le silence qui a suivi le départ furieux de Camille de mon bureau était dense, presque palpable, comme un brouillard épais qui s'installe sur la Maine au petit matin. Je me suis rassise lourdement dans mon vieux fauteuil en cuir, sentant le parfum de mon café désormais froid et le bourdonnement lointain des chariots élévateurs qui s'activaient dans l'entrepôt. Rester seule avec ses pensées, après avoir ouvert une boîte de Pandore restée scellée pendant des décennies, est une expérience qui vous vide et vous remplit en même temps. Je me suis demandé si j'avais été trop dure, si ma réaction n'était que le fruit d'une amertume accumulée, mais le souvenir de son rire méprisant au restaurant est revenu me hanter. « Tu n'as fait que survivre », avait-elle lancé. Ce mot « survivre » continuait de creuser des sillons douloureux dans mon esprit. Pour elle, survivre signifiait traîner les pieds, se contenter des miettes, subir la vie sans éclat. Elle ne comprenait pas que pour une femme restée seule du jour au lendemain, survivre est un acte de guerre quotidien contre le désespoir et la ruine. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'en ai sorti un vieux registre à la couverture noire, usé par les années. Ce n'était pas un fichier numérique froid, ce n'était pas un tableur informatique sans âme. C'était mon journal de bord, le lieu où j'avais noté chaque sacrifice, chaque dette remboursée et chaque petite victoire remportée depuis que Philippe n'était plus là. J'ai commencé à feuilleter les pages jaunies, remontant le temps jusqu'à ce mardi de pluie fine et grise à Angers, le jour où ma vie s'est brisée en deux. Philippe était parti tôt pour une livraison urgente, comme il le faisait toujours. Nous avions alors une petite activité de fourniture pour laboratoire, rien d'exceptionnel, mais c'était le fruit de notre travail commun. Puis, ce coup de téléphone de la gendarmerie. Un accident sur la route de Nantes, un camion qui avait perdu le contrôle. Philippe n'avait eu aucune chance. Je me suis revue aux funérailles avec Camille, qui n'était alors qu'une petite fille, agrippée à mon manteau noir, pleurant tellement que la laine en était trempée. Moi, par contre, je n'ai pas versé une seule larme.
Ce n'était pas par manque de chagrin, mais parce que je sentais que si je commençais à pleurer, je ne m'arrêterais jamais, et Camille avait besoin d'un roc, pas d'un océan de larmes. Tout le monde me regardait avec cette pitié qui vous étouffe, murmurant à voix basse « Pauvre Françoise, que va-t-elle devenir? Une femme seule, sans vraie profession. » Comme si gérer une maison, un budget familial et participer activement à une entreprise n'était pas une profession en soi. Ce mépris pour ma valeur réelle avait commencé là, et Camille l'avait absorbé comme un poison lent pendant toutes ces années. Quelques jours après l'enterrement, le comptable s'est présenté avec une chemise pleine de chiffres écrits en rouge. Il y avait des dettes envers les fournisseurs, le loyer de l'entrepôt en retard et des traites de prêt que Philippe ne m'avait jamais mentionnées pour ne pas m'inquiéter. Le trou était profond. L'équivalent de 35 000 € de l'époque, une somme astronomique pour une veuve avec un enfant à charge. J'aurais pu tout vendre, liquider l'affaire et chercher un emploi de vendeuse, ou bien je pouvais me battre. J'ai choisi la lutte. J'ai appris à négocier avec les représentants, à comprendre les rouages complexes de la logistique médicale, à étudier les appels d'offres pour les hôpitaux et les cliniques de la région. Mes mains, autrefois soignées, sont devenues marquées par le carton des boîtes et le métal froid des étagères. Je me levais à l'aube pour organiser les tournées des chauffeurs avant que Camille ne se réveille pour l'école, et je rentrais le soir avec le dos brisé, mais avec la satisfaction d'avoir gagné un jour de plus de dignité. Je voulais qu'elle ait tout ce que je n'avais pas eu. Je voulais qu'elle fasse des études, qu'elle devienne quelqu'un d'important, et elle y est parvenue. Lorsqu'elle m'a annoncé qu'elle voulait intégrer une école de commerce privée réputée, je n'ai pas hésité une seconde, malgré les frais de scolarité exorbitants. J'ai fait les calculs mentalement. C'était une fortune. Pour payer, j'ai transformé notre petit commerce en une véritable plateforme de distribution logistique pour du matériel médical de précision, un secteur exigeant qui demandait une rigueur absolue et des horaires épuisants. Pendant qu'elle célébrait ses examens avec ses amis dans les bars du centre d'Angers, j'étais dans l'entrepôt à vérifier que chaque kit chirurgical et chaque moniteur cardiaque étaient prêts pour la livraison du lendemain. Je me moquais de ne pas voyager, de ne pas m'acheter de nouveaux vêtements ou de ne pas avoir de vie sociale. Ma vie, c'était la réussite de Camille. J'étais là, au dernier rang de l'amphithéâtre, dans mon tailleur bleu marine habituel, quand on a appelé son nom pour la remise des diplômes. J'ai pleuré de fierté et d'épuisement, pensant que le plus dur était derrière nous. Mais les demandes n'ont jamais cessé. Après le diplôme est venu le master spécialisé, une somme colossale que j'ai couverte sans mot dire. Lorsqu'elle s'est mariée avec Julien, j'ai voulu qu'ils commencent leur vie sans l'angoisse d'un crédit. J'ai donné l'apport pour leur loft sur les bords de la Maine, de l'argent que j'avais mis de côté sou après sou pour mes vieux jours. « Maman, tu n'es pas obligée », disait-elle, mais ses yeux brillaient de convoitise en saisissant le chèque. Puis il y a eu la voiture, payée comptant en vendant des placements que je gardais précieusement. Je m'étais transformée en la pourvoyeuse invisible, en ce guichet automatique qui ne posait aucune question. Camille ne m'a jamais demandé « Maman, comment vas-tu? As-tu besoin de quelque chose? Ne travailles-tu pas trop ?» J'étais devenue un élément du décor de sa vie, utile mais sans importance réelle. Et pendant que je vieillissais parmi les bons de livraison et les registres comptables, elle a rencontré Béatrice, la belle-mère parfaite, la femme qui affichait une réussite clinquante et que Camille voyait comme le sommet de l'élégance moderne. Chaque fois que Camille revenait d'un déjeuner avec elle, elle apportait une nouvelle comparaison venimeuse. « Béatrice a une classe incroyable, maman. Elle sait comment profiter de la vie. Elle dit que ceux qui travaillent comme toi n'ont rien compris au monde d'aujourd'hui. » J'ai refermé mon registre noir et j'ai ressenti une vive douleur dans la poitrine. J'ai regardé à nouveau la liste des virements que je venais d'annuler. Cette liste était un monument à ma propre folie et à mon amour mal placé. 8 000 € par mois. L'école privée des petits, plus de 6 000 € par trimestre. L'assurance santé pour toute la famille, 2 000 €. Le leasing de la voiture, près de 1 500 €. Les charges de copropriété et les frais divers, presque 1 000 € de plus. Tout sortait de mon compte comme si c'était un droit acquis. Camille avait 42 ans, un master et un mari qui travaillaient.
Et pourtant elle ne savait même pas combien coûtait réellement sa vie, parce que je payais même les factures de la maison quand elle disait que la fin de mois était difficile. Je me suis levée et j'ai pris les clés de ma voiture. Je devais me rendre à la banque pour formaliser certaines révocations que je ne pouvais pas faire en ligne. Marcher dans les rues d'Angers, parmi les touristes qui admiraient le château et les gens élégants qui se pressaient vers les boutiques, me donnait l'impression d'être une étrangère. Je suis passée devant l'une des agences de Béatrice. Les vitrines étaient opulentes, avec des photos de propriétés luxueuses sous des éclairages flatteurs. Mais maintenant que j'avais activé mes contacts, je regardais ce luxe avec un regard différent. Je voyais les fissures derrière le vernis doré. Je voyais l'arrogance de celle qui vit sur le dos des autres tout en les pointant du doigt. À la banque, M. Girard, qui gère mes comptes depuis que j'ai développé l'entreprise, m'a accueilli avec un respect sincère. « Madame Françoise, c'est un plaisir de vous voir. On m'a transmis vos instructions de ce matin. Êtes-vous certaine de vouloir procéder à la clôture définitive de ces flux financiers ?» Je me suis assise en face de lui, sentant la fraîcheur du cuir contre mon dos. « Oui, monsieur Girard, je suis absolument certaine. Ce n'est ni une erreur, ni un coup de tête. C'est une décision réfléchie, tant sur le plan personnel que professionnel. » Il a hoché la tête, commençant à imprimer les documents pour ma signature. Vous savez, beaucoup de gens dans le milieu se demandaient comment votre fille et votre gendre pouvaient maintenir un tel train de vie. Maintenant, je comprends. Ces mots m'ont fait réaliser à quel point j'avais été aveugle. Tout le monde voyait la vérité, sauf Camille. Tout le monde savait que j'étais le pilier de tout, sauf la personne pour qui je faisais tout cela. Pendant que je signais chaque révocation, je sentais un poids immense se détacher de mes épaules. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était le poids d'un mensonge que j'avais moi-même contribué à nourrir par excès de protection. En signant, je rendais à Camille sa propre réalité. Je lui redonnais la possibilité de devenir cette femme forte qu'elle croyait être en suivant l'exemple de Béatrice. Si Béatrice était son inspiration, elle allait maintenant avoir tout le loisir de s'en inspirer vraiment, surtout sur le plan financier. En sortant de la banque, mon téléphone a recommencé à vibrer. Des messages incessants. Camille était passée des cris aux supplications, puis de nouveau à la rage. « Tu es une égoïste », écrivait-elle. « Tu veux détruire notre famille pour un simple caprice ? Qu'est-ce que je vais dire à Béatrice ? Que ma mère a perdu la tête ?» J'ai souri amèrement en lisant ce nom. Béatrice était toujours son point de repère, son refuge moral. Mais je savais déjà que le refuge de Béatrice était bâti sur du sable mouvant. Je suis retournée à l'entrepôt et j'y ai trouvé Julien qui m'attendait à nouveau. Cette fois, il ne semblait pas seulement épuisé, il semblait terrifié. « Françoise, j'ai parlé à Camille. Elle dit que vous avez l'intention de nous ruiner. Nous avons des dettes, des engagements pris. Comment pouvons-nous résoudre cela en quelques jours ?» Je me suis arrêtée devant lui, le regardant droit dans les yeux. « Julien, tu es un homme adulte. Tu travailles dans une bonne société. Comment as-tu pu ne pas savoir que l'argent pour ton logement et pour l'école de tes enfants venait de moi ? Comment as-tu pu accepter tout cela sans jamais te demander s'il était juste qu'une femme de 74 ans continue de vous entretenir ? » Il a bafouillé quelque chose sur la générosité de la famille, mais ses paroles sonnaient creux. « La générosité s'arrête là où commence le mépris, Julien. Camille s'est moquée de moi. Elle a dit que je n'étais qu'une survivante. Eh bien, nous allons voir maintenant comment vous allez survivre sans mon oxygène. » Je lui ai tourné le dos et je suis entrée dans mon bureau, fermant la porte à clé. J'avais besoin de me concentrer sur le rapport que mon contact comptable était en train de finaliser pour moi. Cet après-midi-là, le fichier est arrivé par email. C'était un dossier détaillé sur Prestige Immobilier, l'enseigne de Béatrice. Ce que j'y ai lu m'a coupé le souffle, non par surprise, mais par la gravité de la situation réelle. Béatrice n'était pas une gagnante. C'était une illusionniste qui arrivait au bout de ses tours de passe-passe. Des dettes envers les banques et les fournisseurs de services pour près de 900 000 €. 2 agences fermées pour des pertes insoutenables au cours des 2 dernières années. Des loyers commerciaux impayés et une hypothèque sur sa propre résidence principale.
Voilà la femme que Camille admirait. Voilà la maîtresse de vie qui enseignait à ma fille que j'étais une relique du passé. J'ai commencé à imprimer chaque document, chaque preuve du naufrage imminent de Béatrice. Je sentais que la vérité était une arme puissante, mais qu'elle devait être utilisée avec une précision chirurgicale. Je ne voulais pas seulement détruire une illusion, je voulais reconstruire le respect sur des bases saines. Je voulais que Camille voie que la solidité qu'elle méprisait était la seule chose qui l'avait maintenue à flot pendant tout ce temps. Et je voulais qu'elle comprenne que la classe et le style ne valent rien s'ils ne sont pas soutenus par l'honnêteté et le travail véritable. Le soir tombait sur Angers, teintant les toits d'ardoise d'un gris profond et mélancolique. Je me suis préparé un thé chaud et je me suis assise près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville s'allumer une à une. Je savais que Camille ferait son prochain mouvement. Je savais qu'elle courait vers Béatrice pour demander de l'aide, convaincue que sa seconde mère la sauverait par un geste de pure grandeur d'âme. Mais je savais aussi ce qu'elle y trouverait. Béatrice n'avait pas d'argent à donner, elle n'avait que d'autres dettes et des intérêts usuriers à exiger. Le château de cartes allait trembler sous le poids de la réalité que j'avais fini par déclencher. J'ai pensé à mes petits-enfants, Lucas et Léa. L'idée qu'ils puissent souffrir du manque de confort me faisait mal, mais je savais que le plus grand préjudice serait de les laisser grandir dans l'hypocrisie et le mensonge. Mieux valait une école moins coûteuse et une vie plus simple, mais fondée sur la vérité, qu'un loft de luxe payé par le sang d'une grand-mère invisible. Je leur donnais une leçon qu'aucune école privée ne pourrait jamais leur enseigner, la valeur du sol ferme sous les pieds. Pendant que je sirotais mon thé, le téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un email d'une adresse que je n'avais pas vue depuis longtemps. C'était Béatrice. « Chère Françoise », écrivait-elle, « peut-être devrions-nous nous voir pour un café. Je crois qu'il y a des malentendus qui troublent Camille et Julien. La famille doit rester unie dans les difficultés, ne penses-tu pas ?» J'ai souri dans le noir de la pièce. La prédatrice sentait l'odeur du danger. Elle voulait un café pour tenter de me manipuler, pour me convaincre de rouvrir les vannes de l'argent qui, indirectement, alimentait aussi son prestige social et familial. Je ne lui ai pas répondu. Pas encore. Je voulais que la pression monte d'un cran. Je voulais que Camille voie de ses propres yeux la réaction de Béatrice quand la demande d'aide se ferait concrète et pressante. Je voulais que ma fille ressente le froid d'une porte fermée au nez par ceux qui professent l'amour mais ne pratiquent que l'intérêt personnel. Ce n'est qu'alors que j'interviendrai. Non pas pour payer à nouveau, mais pour montrer le chemin de sortie du labyrinthe de mensonges dans lequel ils s'étaient tous égarés. J'ai rangé mon registre noir dans le tiroir et je l'ai fermé à clé. Cette partie de ma vie, celle où j'étais la victime silencieuse de ma propre générosité, était terminée pour toujours. Dès demain, Françoise parlerait avec la voix des faits et des chiffres. Et Angers connaîtrait enfin la différence entre ceux qui feignent de voler et ceux qui, les pieds bien ancrés dans la boue du travail quotidien, ont construit des fondations qu'aucune tempête ne pourra jamais abattre. Je me suis levée, j'ai éteint les lumières et je suis allée me coucher, sentant pour la première fois depuis des années que ma conscience était légère, prête pour la bataille que le jour suivant apporterait inévitablement. Car la vérité, une fois libérée, ne revient jamais en arrière, et j'étais prête à la suivre jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. 22 jours. C'est exactement le temps qu'il a fallu pour que la première bombe explose au milieu de la vie parfaite et artificielle de ma fille Camille. 22 jours de silence radio, un silence pesant qui remplissait ma maison et mon bureau d'une tension presque électrique. Je savais qu'elle boudait, qu'elle attendait que je craque, persuadée que mon refus n'était qu'une saute d'humeur passagère d'une vieille femme fatiguée. Mais elle ne me connaissait pas aussi bien qu'elle le pensait. Je passais mes journées dans mon entrepôt à la périphérie d'Angers, entourée de caisses de matériel médical, trouvant dans la routine du travail une paix que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. Chaque matin, en voyant les camions partir pour les cliniques du Maine-et-Loire, je me sentais plus forte, plus ancrée dans la réalité. Et puis, ce mardi après-midi, mon téléphone a enfin vibré sur le bois sombre de mon bureau. Le nom de Camille s'affichait, et je savais,
avant même de décrocher, que le vernis commençait à se craqueler. « Maman, c'est une catastrophe !» a-t-elle lancé, sans même dire bonjour, sa voix oscillant entre la panique et l'agacement. J'ai gardé mon calme, continuant de cocher des lignes sur mon inventaire de sondes urinaires. Je lui ai demandé ce qui se passait, d'un ton aussi neutre que possible. Elle m'a expliqué que le secrétariat de l'école privée de Lucas et Léa venait de l'appeler. Apparemment, les frais de scolarité n'avaient pas été réglés depuis 3 semaines. Il y avait des pénalités de retard et on la menaçait de priver les enfants des activités périscolaires dès le vendredi suivant. Camille semblait sincèrement perdue, comme si l'idée même qu'une facture ne se paie pas toute seule était une insulte à sa conception de l'univers. Elle m'a demandé comment j'avais pu oublier le virement automatique. Je ne l'ai pas oublié, Camille. Je l'ai supprimé, ai-je répondu, ma voix restant ferme malgré le pincement au cœur que je ressentais en pensant à mes petits-enfants. Le silence qui a suivi à l'autre bout du fil était si lourd qu'il semblait aspirer tout l'air de la pièce. Puis, la tempête a éclaté. Elle m'a traité de cruelle, d'égoïste, m'accusant de vouloir humilier mes propres petits-enfants devant toute la bourgeoisie d'Angers. Elle hurlait que Lucas et Léa ne comprendraient mon pas, qu'ils seraient les seuls à rester sur le côté pendant que leurs amis partiraient en sortie pédagogique. J'ai attendu qu'elle reprenne son souffle avant de lui répondre. « Camille, tu as 42 ans, tu as un diplôme de haut niveau, un mari qui gagne bien sa vie. Comment est-il possible que vous n'ayez pas 7 000 € de côté pour l'éducation de vos enfants? Où part votre argent chaque mois ?» Elle a bafouillé des excuses sur le coût de la vie, le crédit de la voiture et un prêt que Julien avait dû contracter auprès de sa mère, Béatrice. C'est là que j'ai découvert le détail qui m'a fait froid dans le dos. Béatrice, la femme de succès, l'icône de Camille, avait prêté de l'argent à son propre fils en appliquant un taux d'intérêt de 5% par mois. De l'usure pure et simple, déguisée en aide familiale. « Demande à Béatrice », lui ai-je dit avec une pointe d'amertume que je ne cherchais plus à cacher. « Demande-lui un autre prêt avec intérêt. Peut-être que cela t'apprendra cette fameuse responsabilité financière dont elle se gargarise tant, mais qu'elle ne pratique que sur votre dos. » J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répliquer, sentant mes mains trembler légèrement. Je savais que Camille ne s'arrêterait pas là. Sa fierté était blessée, mais son besoin d'argent était plus fort. J'ai imaginé la scène suivante. Elle courant vers sa belle-mère, cherchant du réconfort et un chèque dans ses bureaux luxueux qui sentaient le parfum de marque et le mensonge. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais déjà mes propres informations. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message de Neuza, une amie de longue date qui travaille comme chef de rang dans un établissement très prisé du centre-ville, juste à côté de la place du ralliement. Elle savait que je m'intéressais aux fréquentations de Camille et m'a prévenu qu'elle déjeunait là, avec Béatrice. Neuza m'a raconté la scène avec une précision chirurgicale. Camille paraissait épuisée, ses traits étaient tirés, elle torturait nerveusement sa serviette en attendant son plat. Béatrice, au contraire, était rayonnante, parée de bijoux voyants, commandant un vin blanc onéreux comme si de rien n'était. Selon Neuza, Camille a fini par craquer et a demandé de l'aide, expliquant que j'avais coupé les vivres et qu'ils avaient besoin de toute urgence de 8 400 € pour l'école, les charges du loft et les traites en retard. Béatrice a écouté avec un sourire condescendant, savourant visiblement sa position de force. Elle a alors servi à Camille un discours sur l'indépendance et la dureté du monde des affaires, le même discours qu'elle servait lors des dîners mondains. Elle m'a critiqué ouvertement, disant que je n'avais pas su éduquer ma fille à la réalité de la vie, que je t'avais trop protégée. Finalement, elle a accepté d'aider, mais d'une manière qui n'avait rien de généreux. Elle a proposé 2 000 €, pas un centime de plus, en exigeant un remboursement sous 30 jours avec les fameux 5% d'intérêt. 2 000 € pour une dette de 8 000. Camille a accepté, la tête basse, humiliée mais contrainte, tandis que Béatrice réglait l'addition du déjeuner avec une désinvolture insultante. En apprenant cela, je suis restée assise dans mon salon pendant des heures, dans le noir, à contempler l'ampleur de la duplicité humaine. Comment ma fille pouvait-elle préférer ces miettes empoisonnées au sacrifice que j'avais fait pour elle pendant 3 décennies? La réponse se trouvait dans le dossier qui reposait sur ma table basse, sous la lumière crue d'une lampe de bureau.
Mon contact comptable n'avait pas chômé. Prestige Immobilier, l'empire de Béatrice, était en réalité un immense château de cartes sur le point de s'effondrer. Les documents étaient formels. Béatrice n'avait rien construit à partir de rien. Elle avait hérité d'un patrimoine immobilier et d'une fortune considérable de son père, un promoteur respecté d'Angers. Mais elle avait dilapidé cet héritage par une gestion vaniteuse et désastreuse. Pour masquer ses échecs, elle avait contracté des emprunts toxiques et pratiquait une cavalerie financière risquée. Elle devait près d'1 million d'euros aux banques et à divers créanciers. Elle avait même dû fermer ses 2 plus belles agences l'année précédente pour éviter une saisie immédiate. Béatrice vivait dans un loft qui ne lui appartenait plus vraiment, dont elle payait le loyer avec retard, tout en affichant des tenues de luxe payées avec des cartes de crédit dont les plafonds étaient atteints. Tout son prestige n'était qu'une façade dorée destinée à tromper le monde, et Camille était sa première victime, celle qui validait son mensonge en l'admirant. J'ai commencé à classer méticuleusement ses preuves. Les avis de poursuite judiciaire, les bilans comptables déficitaires, les témoignages d'anciens associés lésés. Je ne ressentais aucune joie à voir ce désastre, mais une détermination froide. Je devais arracher Camille à cette influence néfaste, même si cela devait passer par une douleur immense. Elle devait voir la différence entre la solidité discrète d'une mère honnête et l'éclat factice d'une femme qui escroquait ses propres proches pour sauver les apparences. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un SMS de Camille. Elle me disait qu'elle avait réussi à régler une partie de l'école grâce à un geste magnifique de Béatrice et qu'elle s'arrangerait pour le reste. Ce mot « magnifique » me brûlait les yeux. 2 000 € avec des intérêts usuriers était devenu un acte de sainteté dans son esprit embrumé par l'admiration. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement ajouté ce message à ma pile de preuves. J'ai commencé à organiser le dîner qui marquerait la fin de cette comédie. Je savais que Béatrice ne refuserait pas l'invitation. Son ego ne lui permettrait pas de décliner une occasion de briller une fois de plus dans mon salon qu'elle jugeait trop modeste. Elle viendrait avec ses airs de reine déchue, ignorante du fait que j'avais en ma possession la vérité qui allait faire s'écrouler son monde de papier. La tempête se préparait sur Angers, et j'étais prête à guider ma famille à travers les décombres pour reconstruire quelque chose de vrai. Je passais mes soirées à préparer ma stratégie, non pas par vengeance, mais par une nécessité de survie morale. Je voulais que Camille voie l'abîme sous les pieds de Béatrice. Je voulais qu'elle comprenne que ma vie de survivante, faite de factures payées rubis sur l'ongle et d'engagements honorés, était la seule richesse qui valait la peine d'être possédée. J'ai passé en revue chaque virement que j'avais fait pour Camille au fil des ans. L'apport pour le loft, les traites de la voiture, les frais de scolarité, les vacances, les imprévus. La somme totale était effarante, plus de 800 000 € en 20 ans. 800 000 € de travail acharné, de nuits passées au bureau, de décisions difficiles. Et pour Camille, tout cela n'avait aucune valeur parce que je ne portais pas de sac à main à 3 000 € et que je ne parlais pas de mes voyages imaginaires à Saint-Tropez. Le contraste était saisissant. D'un côté, Françoise, la femme qui gérait une entreprise de logistique médicale avec une rigueur de fer, respectée par les directeurs d'hôpitaux pour sa fiabilité. De l'autre, Béatrice, l'illusionniste qui facturait des conseils immobiliers bidons pour boucher les trous de sa comptabilité. Je sentais mon sang bouillir chaque fois que je repensais à la manière dont Béatrice traitait Camille, comme un investissement à court terme, lui réclamant des intérêts alors que moi, j'avais tout donné sans jamais rien demander en retour. C'était une insulte à la maternité, une insulte au sang qui nous unissait. J'ai pris rendez-vous avec mon notaire, un homme discret qui s'occupait de mes affaires depuis toujours. Je lui ai montré le dossier sur Béatrice. Il a hoché la tête avec une tristesse résignée. On entend des bruits en ville, Françoise. On sait que ces agences ne sont plus que des coquilles vides. Mais personne n'ose rien dire, l'image est trop forte. Eh bien, l'image va se briser, ai-je répondu. J'ai préparé des copies certifiées de chaque document compromettant. Je voulais que chaque membre de la famille reçoive son exemplaire lors de ce fameux dîner. Camille, Julien et même Béatrice elle-même.
Je voulais voir son visage quand elle comprendrait que la petite commerçante de province qu'elle méprisait tant l'avait mise échec et mate avec la simple force des chiffres. Dans les jours qui ont précédé le dîner, j'ai évité tout contact direct avec Camille. Elle m'envoyait des messages de plus en plus agressifs, puis des messages pleins de larmes, me suppliant de ne pas faire de scandale. Elle sentait que quelque chose se préparait, mais elle était incapable d'imaginer l'ampleur de la vérité. Elle croyait sans doute que je ferais une scène sentimentale ou que je lui jetterais mes sacrifices au visage. Elle ne savait pas que je comptais simplement allumer la lumière dans une pièce remplie d'ombre. Je savais que Julien, lui aussi, souffrirait. Il avait toujours cherché l'approbation de sa mère, vivant dans son ombre, acceptant ses leçons de morale, tout en se laissant étouffer financièrement par elle. Le choc serait brutal pour lui, mais c'était un passage obligé pour qu'il devienne enfin un homme libre. Le vendredi soir, j'ai fini de préparer la table. J'ai choisi ma plus belle nappe, celle en lin que ma propre mère m'avait donnée. J'ai sorti l'argenterie, celle que Philippe et moi avions achetée pour notre 10e anniversaire de mariage. Tout devait être parfait, non pas pour impressionner, mais pour montrer que la véritable élégance réside dans la pérennité et l'honnêteté des objets que l'on possède vraiment. J'ai cuisiné un plat traditionnel, un bœuf mode qui mijotait depuis des heures, emplissant la maison d'une odeur réconfortante et solide. Un parfum de vérité. J'ai regardé les enveloppes posées sur le buffet. Chacune portait un nom. Camille, Julien, Béatrice. À l'intérieur, les preuves du mensonge de Béatrice et le récapituel de mes propres investissements secrets dans leur vie. Je me suis assise un instant dans le silence de ma maison. J'ai pensé à Philippe. Je me suis demandé ce qu'il dirait. Il aurait sans doute été plus doux que moi, mais il aurait été d'accord sur un point. On ne construit rien de durable sur un mensonge. Je me sentais prête. La fatigue des dernières semaines s'était évaporée, remplacée par une sérénité nouvelle. J'allais enfin cesser d'être invisible. J'allais montrer à ma fille qui j'étais réellement. Françoise, la femme qui avait porté leur monde sur ses épaules sans jamais fléchir et qui était capable de le faire trembler pour mieux le reconstruire sur des bases saines. Les invitations étaient envoyées. Samedi, 19h. La vérité serait servie comme plat principal, et rien ne serait plus jamais comme avant dans notre famille d'Angers. Je savais que la nuit serait longue, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais hâte que le jour se lève. Car après l'orage, l'air est enfin pur, et c'est cet air-là que je voulais que mes petits-enfants respirent. Le samedi est arrivé avec une lenteur presque cérémoniale, apportant avec lui un soleil pâle qui filtrait à travers les persiennes de ma maison à Angers, éclairant les grains de poussière qui dansaient dans l'air immobile. J'ai passé toute la matinée à préparer l'environnement, non pas comme quelqu'un qui s'apprête à lancer une attaque, mais comme quelqu'un qui va officier un rite de vérité. J'ai nettoyé chaque recoin de la cuisine et du salon, ressentant le besoin d'ordre autour de moi, pour refléter l'ordre que j'avais enfin mis à l'intérieur de mon âme. J'ai étendu sur la table la nappe en lin beige, celle qui est lourde, tissée à la main, qui sentait bon la lavande et des décennies de dîners familiaux. J'ai sorti les assiettes en céramique blanche, celles qui sont simples mais avec un bord mince, que Philippe aimait tant. Il n'y avait rien de fastueux, rien qui criait la richesse, mais chaque objet transpirait cette dignité solide que seules les choses vraies savent maintenir dans le temps. En installant les verres, je sentais le poids des classeurs posés sur le buffet, juste derrière moi. Ils étaient là, fermés, silencieux comme des mines prêtes à exploser au moindre contact avec la réalité. Vers 6h du soir, j'ai commencé à cuisiner. Je voulais que l'odeur de la nourriture accueille ma famille avec une chaleur familière, un contraste nécessaire à la froideur des chiffres que j'allais présenter plus tard. J'ai préparé un bœuf mode, laissant la viande mijoter lentement dans le vin rouge et les aromates, remplissant la maison d'un arôme intense et enveloppant. J'ai épluché les pommes de terre, une à une, sentant la terre sous mes ongles comme un rappel à la réalité du travail manuel. Dans ces gestes répétitifs, j'ai trouvé la force pour ce que je devais faire. Je ne ressentais pas de joie.
Je ne ressentais pas ce désir de vengeance que Camille attendait probablement. Je ressentais seulement une fatigue immense, mélangée à une détermination inébranlable. Le moment était venu de cesser d'être l'ombre qui soutenait la scène et d'allumer les projecteurs sur le décor vide de leur vie. À 7h moins le quart, la sonnette a retenti. Je suis allée ouvrir avec le cœur qui battait contre mes côtes comme un oiseau en cage. C'étaient Lucas et Léa, amenés par Julien. Les enfants m'ont embrassée avec cette affection spontanée qui n'avait pas encore été tout à fait contaminée par l'arrogance de leur mère. « Mémé, ça sent trop bon !» s'est exclamée Léa en glissant son nez dans la cuisine. J'ai souri, ressentant une pointe de douleur à l'idée de combien ils allaient souffrir ce soir. Mais je savais que c'était une douleur nécessaire pour leur croissance. Julien m'a regardé avec des yeux implorants, cherchant en moi un signe de faiblesse, une promesse silencieuse que tout redeviendrait comme avant. Je lui ai juste fait signe de s'installer, sans dire un mot. Camille est arrivée 10 minutes plus tard, seule, avec un air tendu et défensif, comme si elle s'attendait à une embuscade physique en plus de l'émotionnel. Et enfin, à 7h15, Béatrice est arrivée. Elle est entrée dans ma maison comme si elle défilait sur un tapis rouge, avec une robe bleu roi qui criait l'importance et un parfum si fort qu'il couvrait l'arôme de mon bœuf mode. Elle m'a salué avec ses 2 petits baisers sur la joue, rapides et froids, que s'échangent les personnes qui ne se supportent pas. « Françoise, ma chère, quelle maison accueillante !»« Elle garde toujours ce charme si simple, presque rustique, » a-t-elle dit en regardant autour d'elle avec un sourire de condescendance bien étudié. J'ai répondu par un hochement de tête, les invitant tous à table. Le repas a commencé dans un silence tendu, interrompu seulement par le bruit des couverts contre la céramique et par les bavardages forcés de Béatrice, qui cherchait à dominer la conversation en parlant d'un prétendu voyage à Paris programmé pour le mois suivant. Je regardais Camille, qui mangeait par petites bouchées, évitant mon regard, et Julien, qui buvait son vin avec une hâte qui trahissait sa nervosité. Quand nous avons fini le dessert, un gâteau aux pommes que j'avais préparé avec le même soin que le reste, j'ai compris que le temps des masques était écoulé. Je me suis levée lentement, sentant le silence devenir soudainement absolu. Lucas et Léa ont cessé de jouer avec leur téléphone, percevant que l'air avait changé. « Julien, s'il te plaît, apporte-moi ce pli qui est sur le buffet. » ai-je dit d'une voix qui résonnait ferme et cristalline dans le salon. Il a obéi comme en transe, me remettant la chemise lourde. Je l'ai posée au centre de la table, exactement entre Camille et Béatrice. « Ce soir, nous ne sommes pas ici seulement pour dîner, » ai-je commencé, en regardant ma fille droit dans les yeux. « Nous sommes ici parce qu'il est temps que la vérité soit servie comme plat principal. » Pendant des années, j'ai permis que vous croyiez que j'étais invisible, que mon travail n'était qu'un accessoire de la chance que votre père m'avait laissée. J'ai ouvert la chemise et j'ai commencé à sortir les feuilles, les disposant sur la nappe en lin. « Camille, tu as dit que je n'avais fait que survivre sur le dos de Philippe. Tu as dit que Béatrice est ton inspiration parce qu'elle a tout construit seule. » J'ai soulevé le premier document, un récapitulatif bancaire détaillé. Au cours des 20 dernières années, j'ai investi dans ta vie exactement 847 300 €. École de commerce privé, 85 000. Master, 42 000. Apport de l'appartement où tu vis, 120 000. Voiture, 68 000. Et ces 3 dernières années en aide mensuelle pour les écoles, les assurances, le loyer et les dépenses diverses que tu croyais payer par magie, j'ai versé 237 000 €. J'ai vu le visage de Camille perdre toute trace de couleur. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Mais je ne me suis pas arrêtée. Ce sont des sommes réelles, Camille. De l'argent gagné en chargeant des caisses, en gérant des entrepôts et en payant mes impôts jusqu'au dernier centime à Angers. De l'argent que j'ai conquis seule, sans l'aide de personne, après que Philippe soit parti en me laissant avec les dettes. Je me suis tournée vers Béatrice, qui essayait de maintenir sa pose aristocratique, mais dont les mains commençaient à trembler visiblement sur la nappe. Et maintenant, parlons de ton héroïne, Béatrice. J'ai sorti le second dossier, celui avec les extraits du registre du commerce et les bilans catastrophiques. Tu crois qu'elle a construit un empire, Camille,
Mais la vérité est que Béatrice a hérité de tout de son père Arnaud Ferrand. Tout. Et ces 10 dernières années, elle a détruit cet héritage par une gestion désastreuse et une vanité sans limite. J'ai commencé à lire les chiffres du dossier de Béatrice, sentant chaque chiffre tomber comme un coup de marteau. 890 000 € de dettes envers les fournisseurs. 2 agences fermées pour des pertes de plus d'1 million d'euros. Salaire des employés non payés depuis 8 mois. Et sa magnifique agence en centre-ville? Elle est sous le coup d'une expulsion pour loyers impayés. Béatrice s'est levée d'un bond, le visage passant du blanc au rouge violacé. « Comment oses-tu? C'est une violation de ma vie privée. Tu n'as pas le droit d'espionner ma vie », a-t-elle crié. Mais sa voix était stridente, privée de cette dignité qu'elle avait cherché à afficher jusqu'à un instant auparavant. « J'ai le droit de défendre ma famille contre tes mensonges, Béatrice, » ai-je répondu en élevant le ton pour la première fois. « Tu as convaincu ma fille que je ne valais rien parce que je n'affiche rien, alors que tu vivais sur le dos des prêts et des intérêts usuriers, que tu demandais même à ton fils et à ta belle-fille. » Camille a regardé Béatrice avec une expression de pure terreur et de confusion. « C'est vrai, Béatrice? As-tu vraiment toutes ces dettes? Et l'aide que tu m'as donnée l'autre jour, les 2 000 €, c'était de l'argent que tu n'avais pas ?» Béatrice n'a pas répondu. Elle est restée bouche bée, cherchant une excuse qui n'existait plus. J'ai mis sur la table le dernier document, la notification d'huissier pour l'appartement de Béatrice, avec 2 mois de retard. Elle n'est pas riche, Camille. Elle est un mirage fait de dettes et de cartes de crédit au plafond. Elle t'a utilisé comme public pour sa pièce de théâtre, en me rabaissant pour se sentir plus importante dans sa misère dorée. Le silence qui a suivi a été le plus terrible que j'ai jamais entendu dans cette maison. Julien s'est couvert le visage de ses mains, sanglotant doucement. Lucas et Léa regardèrent la scène comme si le monde s'écroulait autour d'eux, et d'une certaine manière, c'était le cas. « Je n'ai jamais demandé de gratitude, Camille, » ai-je repris, en me rasseyant et en sentant la fatigue envahir mes os. « Mais je ne peux pas accepter le mépris fondé sur le mensonge. Tu t'es moqué de moi. Tu as dit que Béatrice a tout conquis seule. Eh bien maintenant tu sais ce qu'elle a conquis, la faillite. Tandis que moi, la survivante, je tiens encore en main les rênes d'une entreprise solide qui paie les salaires de 20 familles angevines. » Béatrice a saisi son sac. Ses mains tremblaient tellement qu'elle a renversé un verre d'eau sur la nappe. Elle n'a pas dit un mot d'excuse. Elle a cherché à sortir avec un reste de superbe, mais elle semblait seulement une femme vaincue qui fuyait la lumière de la vérité. « Tu peux partir, Béatrice, la porte est ouverte », ai-je dit sans la regarder. Après que la porte d'entrée a claqué, le bruit a résonné dans toute la maison, laissant un vide pneumatique dans le salon. Camille s'était effondrée sur sa chaise, la tête entre ses bras, pleurant de manière convulsive. Julien s'est approché d'elle, mais elle l'a repoussé d'un geste de la main. C'était le cri de quelqu'un qui venait de comprendre qu'il avait vécu dans un rêve construit sur un abîme. Les enfants se sont levés et sont venus vers moi. Léa m'a pris la main, ses doigts étaient froids. « Mémé, alors c'est vrai? Tu payais tout pour nous? »« Oui, mon trésor, je le faisais parce que je vous aime, mais j'ai eu tort de ne pas vous apprendre d'où venait cet argent. J'ai eu tort de vous faire croire que la vie était un défilé sans fin. » Je me suis levée et j'ai commencé à débarrasser la table, malgré les protestations de Julien qui voulait m'aider. J'avais besoin de bouger, de sentir le poids des assiettes sales, de revenir à la réalité des choses à faire. Camille a finalement levé les yeux. Ses yeux étaient gonflés, son maquillage coulait sur ses joues. Elle semblait soudain la petite fille que j'avais dû protéger 36 ans plus tôt, mais sans plus aucune protection. « Maman, je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas que c'était autant. Béatrice me disait toujours que tu avais de la chance, que tes comptes étaient en ordre seulement parce que tu ne dépensais jamais rien. Je me sens comme un monstre. » Je lui ai posé une main sur l'épaule, non pas avec la douceur d'autrefois, mais avec la fermeté de celle qui donne la dernière leçon. « Tu n'es pas un monstre, Camille. Tu as été aveugle parce qu'il était confortable de l'être. Tu as préféré croire à la fable de Béatrice parce qu'elle reflétait l'image que tu voulais avoir de toi-même. Mais maintenant, le voile est tombé.
Julien s'est levé, avec une expression de profonde honte. Françoise, je ne sais pas comment nous pourrons jamais vous rembourser. Je ne parle pas seulement d'argent, je parle du respect que nous vous avons volé. Je me sens comme un raté pour avoir permis à ma mère de vous traiter ainsi et pour avoir vécu sur votre dos sans jamais poser de questions. J'ai regardé mon gendre et j'ai vu pour la première fois une lueur de maturité dans ses yeux. La douleur le rendait enfin homme. L'argent, je n'en veux pas en retour, Julien. Je l'ai gagné et je l'ai dépensé pour ma famille, et je ne le regrette pas. Mais je ne verserai plus un seul euro pour maintenir ce train de vie artificiel. À partir de demain, vous devrez apprendre à vivre avec ce que vous gagnez. Vous devrez chercher un logement que vous pouvez vous permettre, une école qui ne demande pas le sang d'une grand-mère, et vous devrez apprendre à dire non à ce qui n'est pas nécessaire. Camille a hoché la tête, encore secouée par les sanglots. Elle savait qu'il n'y avait plus de marge de manœuvre. La base de pierre sur laquelle elle s'était toujours appuyée était encore là, mais elle n'était plus disposée à se faire piétiner sans réagir. « Et il y a autre chose », ai-je ajouté, retournant au salon avec un dernier document en main. « Je veux que Camille vienne travailler à l'entrepôt avec moi, pas comme dirigeante, pas comme fille de la patronne. Tu commenceras par la logistique de base. Tu apprendras à compter les fournitures, à gérer les transporteurs, à comprendre comment on construit un profit honnête centime après centime. Si tu veux vraiment être une femme qui conquiert tout seule, Camille, tu dois commencer par le bas, comme je l'ai fait quand ton père est mort. Ma fille a pris la feuille, l'a regardée puis m'a regardée. Il n'y avait plus de défi dans ses yeux, il y avait seulement une acceptation humble et profonde. J'accepte, maman, je commencerai lundi. Pendant que Julien et Camille se préparaient à partir, emmenant avec eux les enfants, l'atmosphère dans la maison avait radicalement changé. Ce n'était plus la chaleur artificielle de tout à l'heure, mais c'était une stabilité nouvelle, difficile, et pourtant authentique. Camille m'a embrassée sur le pas de la porte, une étreinte longue, silencieuse, dans laquelle j'ai ressenti toute sa fragilité et son regret. « Merci, maman. Merci de m'avoir réveillée, même si ça a fait mal. » J'ai embrassé son front et je les ai regardés descendre les escaliers, Lucas et Léa qui me saluaient de la main, avec un respect nouveau dans les yeux. Je suis restée sur le pas de la porte jusqu'à ce que j'entende la porte de l'immeuble se fermer. Angers était plongé dans le silence de la nuit, avec les lumières qui se reflétaient sur la Maine non loin de là. Je suis retournée à la cuisine, j'ai fini de laver la vaisselle et j'ai nettoyé la table en lin. La tache d'eau laissée par Béatrice avait disparu, absorbée par le tissu. Je me suis assise à ma place, celle en face de là où s'asseyait Philippe, et j'ai regardé l'espace vide. J'avais mené la bataille la plus difficile de ma vie, et je l'avais gagnée non pas avec les armes, mais avec l'honnêteté des faits. Mon invisibilité était terminée, et à sa place était née une nouvelle forme de présence, plus forte, plus consciente. Je sentais que le chemin devant nous serait long et plein d'obstacles. Camille allait devoir affronter l'humiliation du déclassement social. Julien allait devoir gérer l'effondrement psychologique de sa mère, et j'allais devoir apprendre à être un guide sans être un paratonnerre. Mais pour la première fois depuis des décennies, je sentais que nous marchions sur la terre nue, pas sur un plancher de cristal prêt à se rompre. Je me suis levée, j'ai éteint les lumières de la cuisine, et je suis allée vers ma chambre, passant devant le bureau où le registre noir était encore enfermé dans le tiroir. Je n'en aurais plus besoin pour me rappeler mes sacrifices. Maintenant, ils étaient écrits dans l'avenir que nous allions reconstruire ensemble. Cette nuit-là, à Angers, j'ai dormi du sommeil des justes, sachant que le lendemain matin, le soleil se lèverait sur une vie enfin digne d'être vécue, libérée des ombres des mensonges qui avaient risqué de nous étouffer tous. Le lundi matin qui a suivi ce samedi de tempête et de vérité, le soleil s'est levé sur Angers avec une clarté qui semblait avoir lavé chaque recoin d'hypocrisie de nos vies. Je me suis réveillée bien avant l'aube, ressentant dans mes vieux os non pas la fatigue de mes 74 ans, mais une vigueur et une détermination que je n'avais plus éprouvées depuis que Philippe était encore à mes côtés pour affronter le monde. À 7h20, j'étais déjà garée sur le parking de mon entrepôt, écoutant le bruit des premiers camions qui s'ébrouaient dans l'air frais du Maine-et-Loire,
tandis que l'odeur du café fort s'échappait de la salle de pause des employés. Je savais que cette journée marquerait le tournant définitif de notre histoire familiale, le moment où les paroles s'effaceraient devant la réalité des actes. Lorsque, à 7h30 pile, j'ai vu la petite voiture de Camille entrer lentement sur le parking, j'ai ressenti une émotion intense, un mélange d'espoir et de soulagement. Elle est descendue de son véhicule vêtue très simplement, avec un pantalon de travail résistant et des chaussures plates, une tenue que je ne lui avais pas vue porter depuis son adolescence. Il n'y avait plus de maquillage sophistiqué sur son visage, plus de bijoux ostentatoires pour attirer le regard. Il n'y avait que l'expression d'une femme qui avait décidé de cesser de fuir ses responsabilités pour enfin les affronter. Julien n'était pas avec elle. Il était parti conduire Lucas et Léa dans cette nouvelle école publique du quartier, une école à taille humaine et digne, que nous avions choisie ensemble durant ce dimanche de pluie, passé à analyser froidement des tableaux budgétaires et des échéanciers de dettes. Camille n'avait jamais vu l'aube se lever sur un entrepôt de logistique médicale de toute sa vie, et pourtant, ce matin-là, elle ne s'est pas plainte une seule fois du froid ou de la grisaille industrielle. Je l'ai conduite à travers les rangées d'étagères métalliques où nous stockons le matériel de précision, et je lui ai remis une paire de gants de manutention ainsi qu'un terminal pour l'inventaire. « Tu vas commencer ici », lui ai-je dit avec une voix ferme mais sans méchanceté, entre les cartons de pansements stériles et les dispositifs d'assistance respiratoire. Tu vas devoir apprendre chaque code, chaque destination, chaque gramme de poids que nous chargeons dans ces camions pour les hôpitaux de tout l'ouest de la France. Elle a hoché la tête en silence, saisissant les gants avec une main qui tremblait légèrement, mais son regard restait fixé sur le mien, ancré dans une volonté nouvelle. Durant toute la journée, je l'ai observée de loin, depuis les vitres de mon bureau en hauteur. Je l'ai vue peiner, se tromper dans les scans, demander de l'aide aux employés qu'elle avait ignorés ou méprisés pendant tant d'années. Je l'ai vue transpirer sous les néons et se salir les mains avec la poussière des cartons et l'adhésif des palettes. À la fin de son service, à 18h, elle est montée dans mon bureau, les épaules voûtées et les pieds manifestement douloureux. Elle s'est assise sur ma vieille chaise d'invité et m'a regardée avec une lassitude honnête, une fatigue qui n'avait rien de fin. « Maman, je commence enfin à comprendre pourquoi tes mains ont toujours été si rugueuses », a-t-elle murmuré dans un souffle. Cette phrase, prononcée avec une humilité sincère, a été le premier véritable salaire que j'ai reçu en 30 ans de sacrifices invisibles. Au cours des semaines qui ont suivi, le processus de reconstruction de leur vie a été implacable et sans concession. Nous avons vendu la voiture de luxe de Camille et Julien, clôturant ainsi ce leasing qui pesait sur leurs finances comme un fardeau insupportable, pour la remplacer par une petite citadine d'occasion, payée comptant et sans aucune dette associée. Nous avons résilié leur abonnement au club de sport privé très coûteux d'Angers, et Camille a commencé à faire son jogging le long des berges de la Maine pour se maintenir en forme, découvrant ainsi que la beauté et la santé n'ont pas besoin de carte de membre dorée pour exister. Julien, de son côté, a fait preuve d'une force de caractère que je ne lui soupçonnais pas. Il a obtenu la promotion qu'il attendait depuis longtemps dans son entreprise et, avec le salaire que Camille gagnait désormais honnêtement à l'entrepôt, nous avons calculé qu'il pouvait compter sur des revenus mensuels d'environ 11 000 €. C'était une somme excellente, capable de garantir une vie très confortable, mais ce n'était plus ce luxe artificiel et arrogant, fait de découvertes bancaires et de prêts occultes. Je leur ai appris à cuisiner des produits frais à la maison, à faire les courses en surveillant les prix au kilo, à donner une valeur réelle à chaque billet qu'ils dépensaient. Ce n'était plus ma charité silencieuse qui les maintenait à flot, mais l'effort quotidien de leurs propres bras. Et puis, il y avait le cas de Béatrice. Julien, après avoir découvert l'ampleur des mensonges de sa mère et surtout après avoir réalisé qu'elle lui appliquait des taux d'intérêt usuriers sans la moindre pitié alors qu'ils étaient en difficulté, a décidé de prendre ses distances de manière radicale. Il a tenté de lui parler une dernière fois, de lui proposer une aide pour réorganiser ses dettes et sortir de la spirale du paraître, mais elle a refusé avec un dédain glacial, préférant continuer à vivre dans sa prison de faux semblants et de façades qui s'écroulaient de toutes parts. Béatrice est restée seule dans sa dernière agence immobilière sous le coup d'une expulsion,
arborant encore des bijoux hypothéqués pour sauver les apparences devant les passants, tandis que son fils apprenait enfin à devenir un père et un mari dignes de ce nom. J'ai ressenti une pointe de tristesse pour elle, car c'est une femme tellement perdue dans son propre égoïsme qu'elle n'a même pas réalisé qu'elle avait perdu la seule chose qui a de la valeur sur cette terre, l'amour et le respect de sa propre famille. Mais je savais que je ne pouvais pas la sauver contre son gré. Je pouvais seulement m'assurer que son poison ne franchirait plus jamais le seuil de ma maison. Le temps a fait son œuvre, et aujourd'hui, en cette année 2026, à un peu plus d'un an et demi de ce dîner de vérité qui a tout changé, ma vie est enfin remplie d'une paix authentique et profonde. C'est un samedi matin ensoleillé et je suis assise sur ma terrasse avec mon cahier de compte, celui où je note désormais non plus des dettes désespérées, mais les progrès constants de notre famille. Le portillon du jardin s'ouvre et c'est Camille qui entre, apportant avec elle l'odeur délicieuse du pain chaud de la boulangerie du quartier. C'est une tradition qu'elle a instaurée et qu'elle honore chaque semaine avec une régularité touchante. Elle m'embrasse sur le front et me dit, avec une fierté qui me réchauffe le cœur, que ce mois-ci, ils ont réussi à mettre 800 € de côté sur le livret d'épargne destiné aux futures études des enfants. Ce n'est pas mon argent, c'est le leur, durement gagné. Camille est devenue ma meilleure collaboratrice au sein de l'entreprise, capable de négocier des contrats avec les directeurs des plus grands hôpitaux, avec une dignité et une compétence qui me rendent immensément fière d'elle. Nous envisageons même d'ouvrir une petite antenne logistique vers Saumur, un projet qu'elle dirigerait personnellement. Pendant que nous buvons notre café ensemble, Julien arrive avec Lucas et Léa. Lucas, qui est maintenant presque un jeune homme, me remet une feuille de papier avec des mains un peu hésitantes. C'est une rédaction qu'il a dû écrire pour l'école, un texte sur le thème de la figure du héros moderne dans notre société. J'ai commencé à lire ces mots, et les larmes sont montées à mes yeux sans que je puisse les retenir. Il a écrit sur moi. Il a écrit que sa grand-mère lui avait appris que la force ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à avoir le courage immense de se relever et de dire la vérité même quand cela fait mal. Il a écrit que les véritables héros ne portent pas de cape, mais qu'ils dirigent des camions de livraison et qu'ils ont des mains calleuses et des cheveux gris. À cet instant précis, j'ai compris que toute la douleur de ce fameux samedi soir avait servi à construire quelque chose d'immense et d'indestructible. Je n'ai plus peur d'être invisible aux yeux des miens, car maintenant ma famille me voit pour ce que je suis réellement, leur fondation de pierre, la femme qui a gardé les pieds dans la boue du travail pour leur permettre de regarder les étoiles, mais cette fois-ci avec les pieds bien ancrés sur le sol de la réalité. J'ai refermé mon cahier et j'ai regardé Camille, qui riait en plaisantant avec son fils. Ce n'était plus ce rire arrogant et vide que j'avais entendu au restaurant. C'était le rire d'une femme libre, qui n'a plus besoin de se mentir à elle-même, ni de mentir aux autres pour exister. Mon invisibilité a pris fin et le respect est né à sa place. La dignité ne s'achète pas et ne s'hérite pas. Elle se construit jour après jour, avec l'honnêteté et avec cet amour véritable qui sait aussi dire non quand c'est nécessaire. Et tandis que le soleil d'Angers réchauffe ma peau, je sais que notre histoire va continuer, solidement ancrée dans la vérité, car quand les racines sont fortes et sincères, il n'y a aucune tempête qui puisse abattre l'arbre de notre famille. Je vous remercie du plus profond de mon cœur de m'avoir écouté aujourd'hui et de m'avoir permis de partager avec vous ce chapitre si intime de ma vie d'épouse et de mère. Si mon histoire vous a touché, ou si elle vous a fait réfléchir sur la valeur du respect et de la vérité au sein de la famille, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à cette chaîne pour écouter d'autres témoignages de vie. Votre présence ici est très importante pour moi. Je vous demande également de partager cette vidéo avec quelqu'un qui traverse peut-être un moment difficile d'invisibilité. Une histoire peut parfois donner le courage nécessaire pour allumer la lumière et reprendre sa place. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà dû prendre une décision radicale pour défendre votre dignité devant ceux que vous aimiez? D'où m'écoutez-vous aujourd'hui? Je lis chacun de vos messages avec beaucoup d'affection. Merci encore de m'avoir écouté et que la paix de la vérité soit toujours avec vous.